Désormais un homme libre et que sa peine vient de prendre fin. Il tombe malade le même jour et est admis à l'hôpital général d'Élisabethville sous surveillance militaire. Le jeudi 11 octobre, il révèle à ses gardiens qu'il mourra le lendemain, 12 octobre à 15h. Simon Ngibongu meurt en prison en 1951, 30 ans après y être rentré, et sans avoir jamais pu revoir les siens. Les fidèles continuent à prier dans la clandestinité. Sa femme Marie Mulukiawanka reprendra le flambeau et décédera le 27 avril 1959, à peine un an avant la libération du pays. Le 30 juin 1960 précisément, 9 ans après la mort de Ngibongu, le Congo est déclaré indépendant. Nous sommes le 30 juin 1960, jour d'indépendance. Le Congo cesse d'être belge. Il est 16h ce 30 juin après-midi. Il fait un temps splendide et il y a quelques heures seulement que le Congo est devenu un État indépendant. Nous nous trouvons au boulevard Reikmans, dans cette grande artère qui part du Palais de la Nation, et les ovations qui retentissent et où l'on voit... Et alors, quand l'indépendance était prête à être obtenue, il était avec nous, table ronde, que vous entendez parler, table ronde. Quelle est la question qui nous ont porté d'être à la table ronde? Donner la formule de l'indépendance pour que nos nobles belges nous confient le Congo par remis, puisque le Congo était déjà indépendant. Mais maintenant, officiellement, ça attendait d'être affirmé entre les instruits du Congo et les instruits de nos nobles belges. Nos nobles belges, en composant l'hiérarchie, ils avaient confié la royauté au roi Baudouin. Et vous aussi, vous étiez à la table de ronde? Si. Vous étiez au nombre de combien à peu près? Le Bas-Congo, nous étions 15. Le Bas-Congo, nous étions 15. Mais moi, je tenais toujours le secrétariat. Donc, je ne pouvais pas être ensemble avec ceux qui cherchaient de connaître notre point de vue. Et si nous sommes allés en France, c'est par recommandation de nos nobles belges. Nous ne pouvons pas vous donner l'indépendance si vous n'avez pas de témoins dans des pays d'Europe. C'est comme ça qu'il nous a envoyés en France pour aborder mes croquets. C'est un avocat. Un Français. Et quand nous sommes revenus de Bruxelles, il était question maintenant de connaître comment composer la présidence. La présidence nous est revenue. Les propositions d'un premier ministre, nous avons eu 3 proposés. De Ken Jean-François, Mwanda Vital et Charles Kitsolkel, qui devaient successivement être le premier ministre. Mais comme l'influence dans les tendances de l'indépendance, ce que jugeait d'avoir une bonne popularité, nous avons, nous 3, confié le poste de Premier ministre à Lumumba Patrice. Lumumba Patrice se trouvait en dehors de la table ronde. Maintenant, les obligations nous étaient venues. Pourquoi? Parce qu'on l'a connu déjà, qu'il présentait une popularité à son parti. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé au souverain roi
de nous permettre de lui faire appel pour qu'il soit avec nous et de finir le proposer d'obtenir l'indépendance totale. Donc ça veut dire que dans toutes les démarches de l'indépendance... Charles Daniel Kisolokele Lukelo, parcours d'un fils et compagnon. Puni pour avoir témoigné avec courage et lucidité sur l'œuvre de son père, le petit Charles Daniel Kisolokele, fils de Kibangu, né en pleine Première Guerre mondiale le 12 février 1914, n'a absolument pas le droit de retourner au village avec sa mère et ses frères. On l'envoie en colonie scolaire à Boma, une colonie pénitentiaire extrêmement rude, une grosse machine à broyer, présentée bien entendu comme l'école de désaliénation des peuples barbares. L'administration coloniale a rassemblé des enfants littéralement kidnappés dans des villages et les expédié parfois très loin vers les missions appelées colonies d'enfants qui prendront ultérieurement le nom de colonies scolaires. C'est ainsi que des prêtres allaient former des Congolais pour en faire de bons chrétiens, mais aussi et surtout de bons militaires puisqu'ils étaient aidés dans leurs tâches par des agents de l'EIC, État indépendant du Congo. À côté de ces colonies officielles, les missions créaient des colonies privées, elles aussi occupées par des enfants livrés par l'État. Ces colonies se trouvaient notamment à Boma, Bangala, Moanda, où les enfants encadrés par les missionnaires marchaient au pas. Séparés de leur famille, pour ceux qui en avaient encore une, ils étaient soumis à un lavage de cerveau quotidien et formés par les religieux à une carrière militaire ou administrative. Charles Daniel Kisolokele, élève studieux et impassible, quitte la colonie scolaire à l'âge de 16 ans pour entrer dans l'administration publique, alors exclusivement dirigée par les Blancs. De 1930 à 1960, il évolue dans toutes les strates de l'administration. Commençant commis à Tesla, il accédera au poste remarqué d'administrateur territorial à Moanda. Un responsable de l'administration belge décrit Charles Kisolokele comme un homme zélé et impliqué dans son travail. Selon lui, Charles Kisolokele était quelqu'un qui n'aimait pas les conflits, plutôt enclin à les résoudre. C'était un modèle dans son travail et dans ses rapports avec les autres. Il a 7 ans lorsqu'il est témoin des derniers instants de liberté de son père. Il le voit embarquer pour la prison à vie et le reverra que 40 ans plus tard, le corps dans la bière. À Matadi Mayao, lorsque le corps de son père rapatrié pour rejoindre son village natal au milieu d'un océan de cris et d'émotions, il prend la parole. « Mesdames, Messieurs, c'est un réel hommage qui m'échoit ce 2 avril 1960, que de recevoir en cette terre de Léopoldville mon cher papa qui m'a quitté, il y a 40 ans. Je ne m'attendais pas à le recevoir ici à Léopoldville. Je pensais et avais souhaité ardemment aller jusqu'à Élisabethville pour prendre mon papa et le ramener à la Terre Sainte. Hélas, la nécessité du service m'a empêché de le faire. C'est pourquoi je viens le recevoir à Léopoldville. Demain, nous nous rendons au village où on a apprêté un décor digne pour ce père retrouvé. Qu'on me permette de brosser un petit aperçu de l'histoire de papa. Je dois tout d'abord m'excuser de ce que je ne saurais m'étendre en un exposé total, étant donné que quand papa est parti, j'étais encore très jeune. Je n'avais que 7 ans et demi et je ne saurais, avec cet esprit, vous donner un aperçu exact de la situation de 1921. Vous vous souviendrez qu'il y a 40 ans, dans la région de Nkamba, on avait parlé d'un prophète. Ce prophète opérait des miracles. Toute la région de Nkamba et de Tisville en a été bouleversée. J'étais très jeune, comme je viens de le dire, mais j'ai pu quand même saisir quelques faits qui se sont passés à ce moment-là. Vous savez qu'à ce moment-là, papa avait fait un rêve. Ce rêve lui recommandait d'aller au secours des gens, de la population de Tisville, et pas seulement de Tisville, mais donc de tout le monde. Il n'y a personne qui a osé croire à tout ce qui a été réalisé en cette période-là. Papa lui-même avait hésité plusieurs fois avant d'exécuter les instructions qu'on lui dictait. Enfin, comme l'injonction lui était faite tout le temps, il s'est quand même plié à la volonté divine. C'est ainsi que ces miracles se sont opérés. Il y a beaucoup de gens qui disent que tout ce qui a été fait en ces temps-là n'était que de l'imagination. Dans mon pauvre esprit, dans ma jeunesse, et donc dans cet esprit de gamin, j'ai vu qu'il y avait eu des miracles. Et c'est pourquoi je me permets d'en parler aujourd'hui publiquement.
Il y a des gens qui m'ont demandé depuis fort longtemps de dire ce que j'avais vu à cette époque-là. Je dois vous avouer franchement que je n'ai jamais osé le révéler. Ce n'est pas parce que j'avais peur de quelqu'un, mais parce que je n'étais pas tranquille. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux vous livrer à tous ceux des miracles dont j'ai été le témoin. J'ai vu des estropiés, des paralyptiques et même des morts qui ont été ressuscités. Il n'a pas fait appel à d'autres guérisseurs car c'est lui-même qui les a ressuscités, en affirmant que c'était au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui avait recommandé d'accomplir ce devoir spirituel. Et c'est ainsi que tous ceux qui venaient à lui, que les malades étaient guéris et que les morts étaient ressuscités. Beaucoup de gens m'ont traité de fou, soit, mais aujourd'hui, si je prends la liberté de dévoiler ces faits en public, c'est parce que les critiques ont fait déborder le vase. Aujourd'hui, je peux confirmer que je suis un témoin oculaire. J'ai vu ce qui s'était passé. C'est pourquoi j'ose en faire état aujourd'hui. Mon père a été arrêté, moi également j'ai été arrêté malgré mon jeune âge. Je n'avais même pas 10 ans au moment où j'avais été en état d'arrestation. On est venu à Tisville où on a procédé à un interrogatoire serré vis-à-vis de mon père. Chaque membre de la famille devait passer devant le juge. C'est ainsi que quand mon tour est venu, maman a eu peur que je n'aille dire des bêtises devant le juge. Et celui-ci a décrété carrément qu'il ne voulait pas que je sois accompagné de quelqu'un. Et en conséquence, on me confia à un policier qui m'amena devant le juge, auprès duquel je me souviens avoir dit avec sincérité ce que papa avait fait, car c'était la réalité même. Le juge me signifia alors « Si vous osez encore le répéter, nous vous enverrons en relégation quelque part. » Je lui répondis que cela m'était égal, vu que ma nature honnête m'interdisait de proférer des mensonges. J'avais donc opté, en mon âme et conscience, d'aller en relégation, et c'est pourquoi j'avais été déporté à Boma. Quand mon papa a été déporté, c'est-à-dire envoyé à Elisabethville, tout le monde avait cru que le mouvement serait étouffé. Aujourd'hui, nous sommes en 1960. C'est inutile que je vous dise ce qui s'est passé entre 1921 et 1960, car vous êtes en majorité des témoins oculaires des événements qui se sont déroulés par la suite. Parmi tous ceux qui ont été relégués, certains sont devenus aujourd'hui des hommes libres, dont quelques-uns sont rentrés, tandis que d'autres le seront également sous peu. À l'instar de papa qui était parti il y a 40 ans et qui est revenu sur sa terre natale. Je demande aux personnes qui sont venues s'incliner et prier devant le corps de notre papa de se recueillir respectueusement. Nous avons voulu aujourd'hui que tout le monde bénéficie de la présence de papa. Demain, nous le ramènerons au village. Je ne désire que tous ceux qui vont passer devant sa dépouille et qui, à la demande générale, ont manifesté le souhait de toucher son corps, voir son cercueil, qu'ils le fassent avec déférence. C'est-à-dire ne pas aller chercher surtout à frotter contre soi tout ce qui se trouve exposé à proximité de sa dépouille. Passez, inclinez-vous, touchez et cédez la place au suivant. Laissez le temps aux autres de passer aussi, car je vois que la foule est immense, et si nous nous attardons aujourd'hui, nous risquons d'y rester jusqu'à minuit. Je suis tout heureux de dire merci à toute la foule qui est venue s'incliner devant le corps de notre papa, parce que, par ce geste, par cet hommage rendu, je constate que tous les gens du Bas-Congo, tous les gens du Haut-Congo, c'est-à-dire toutes les personnes de bonne volonté, ont su démontrer par leur présence, ici aujourd'hui, qu'ils ont accueilli un prophète, dont ils ont reconnu le grand mérite spirituel. Donc, à tous merci. Et appelle parents, amis, anciens, enfants, petits-enfants, concitoyens, à considérer cette déportation, cette mort comme un souffle, un déclic pour un monde meilleur. Ne pensons pas à nous venger, mais que le sacrifice de cette vie nous distille la force de ne pas plier et de construire autre chose. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Papa Charles Kiselekele comptait parmi les intellectuels congolais de l'époque. Il a participé aux réunions de préparation de la décolonisation. Un fait important à signaler qui doit être dit avec force afin que les Congolais se rendent compte de l'engagement de cet homme. En 1960, par amour pour son pays et pour son peuple, il a payé avec son frère Diangenda Joseph les honoraires de Maître Croquette, avocat choisi pour plaider en faveur de l'indépendance du Congo. En 1960,
À l'occasion de la libération du Congo, cet homme, fils de Simon Kimbangu, intellectuel nettement en marge des intérêts en place, prédestiné à évoluer plus encore, entre au gouvernement de Lumumba, d'Iléo et d'Adula en tant que ministère d'État et ministre du Travail. Le 6 juillet 1960, à 2 h du matin, le général belge Janssen, chef du QG des forces armées à Léopoldville, apprend que la force publique s'est rebellée au camp hardi de Tisville, Bas-Congo. Elle a pris des armes et fait prisonnier le commandant. Le gouvernement n'étant plus aux mains des Blancs, l'armée ne veut plus demeurer sous la coupe coloniale. Le gouvernement est aux abois. Qui peut désamorcer la mutinerie au camp hardi ? Le Belge Janssen sera menacé d'être lui aussi pris en otage si jamais il tente de s'interposer ou d'intervenir. Ministre Charles Kisolekele, connu pour être un homme de paix, un référent pour la population, est l'homme de la situation. Un hélicoptère le conduit sur place, dans la capitale. Débarqué, il demande où sont retenus le commandant et ses sous-officiers. Les soldats sont sur les dents, ils sont prêts à tout. On les a mis à l'arrêt. On en a marre du joug des Blancs. On veut des droits, un avancement, une solde en rapport avec l'étendue de nos responsabilités. Papa Kisolekele s'engage à servir d'interface entre les militaires, dont il épouse la cause, mais pas la violence, et le gouvernement auquel il appartient. Prenant la parole, il s'adresse aux soldats en ces termes. « Les gars, écoutez-moi. C'est dans cette ville que Simon Kimbangu a été jugé en conseil de guerre, avec pour sentence la prison à perpétuité. C'est dans cette ville qu'a été décidée sa déportation à vie, loin des siens, vers la prison d'Elisabeth au Katanga, pour avoir témoigné du Christ et de son évangile. C'est enfin dans cette ville que l'on a condamné en conseil de guerre un enfant de 7 ans, compagnon de son père, à la colonie scolaire de Boma, pour s'être enthousiasmé face aux messages et actions de son père, au point d'en faire témoignage sans complexe, ni peur devant les juges. Et cet enfant, mes chers amis, c'est moi. Pour avoir vécu tout cela, je suis une des personnes les mieux placées pour comprendre vos revendications. L'usage de la parabole permet aux soldats de mieux comprendre. En écoutant ces propos révélateurs, les soldats découvrent non seulement le fils, le compagnon et le témoin privilégié de l'œuvre de papa Simon Kimbangu, mais comprennent surtout avoir devant eux un homme exceptionnel, qui ne sera jamais traître, un homme qui est et qui sera toujours de leur côté, un homme dont le passé et l'engagement forcent la crédibilité et le respect. Les soldats baissent alors les armes et entament le dialogue avec lui. Les officiers sont libérés, des accords sont engagés, le succès est complet. L'œuvre de Dieu et ses mystères. Charles Kisolekele travaillait pour le bien-être des populations et de leur épanouissement. Malgré son engagement pour la cause des peuples, il avait curieusement décliné la proposition de Patrice Emery Lumumba pour briguer le poste du président de la République du Congo à l'issue des âpres négociations pour l'avènement de son indépendance. Et pourtant, ce poste pouvait lui offrir un levier non négligeable pour agir avec beaucoup de latitude. Mais il n'a jamais eu besoin de se situer au premier plan pour agir. Car, même de loin ou dans le silence, il a eu la capacité d'agir avec une aisance indéniable. Selon les us et coutumes Congo, l'absence du père est supplée par le fils aîné. Seulement voilà, après le décès de Simon Kimbangu, et contre toute attente, c'est le Benjamin qui prend la responsabilité de ce que deviendra quelques années plus tard l'église kimbanguiste. L'œuvre de Dieu a ses mystères, et papa Charles Kisolekele a mis un point d'honneur à rappeler systématiquement aux kimbanguistes et non kimbanguistes que le chef de l'église est son jeune frère. Il a soutenu son frère avec une exemplarité remarquable et sans réserve, a manifesté de la considération et du respect à l'endroit de ses frères et s'est montré très respectueux du cadre fonctionnel de l'église. Il était un modèle dans tous ses rapports avec les autres. Au sein de l'église, son action est un exemple pilote dans différents domaines. Avec ses frères, il va initier la création de centres de santé, d'hôpitaux, de centres d'accueil. Il favorisera la circulation des personnes et des biens pour la construction de ponts et par l'amélioration des routes. Fera construire des écoles primaires, secondaires et universitaires un peu partout et ordonnera la mise en œuvre d'un circuit de coopératifs agricoles important, permettant aux consommateurs de bénéficier de prix avantageux.
En 1966, Papa Kisolekele accepte un poste à responsabilité hors système gouvernemental et est ainsi nommé PDG de l'INPP, Institut national des préparations professionnelles, un institut de formation pour les métiers de l'artisanat. Cette mise au placard volontaire l'intéresse notamment parce qu'elle lui permet de mieux servir son pays et l'Église sans risque de collusion ou de remise en question, avec sa philosophie personnelle. Il occupera le poste de PDG jusqu'à sa retraite en 1971. Il deviendra ensuite successivement membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises et sociétés à Kinshasa. Problème qui lui est posé, dépasse-t-il l'intellect humain? Il intervient spirituellement, comme son père et ses deux frères. Il a opéré beaucoup de miracles, mais toujours dans l'humilité la plus discrète. Son enseignement, comme ses sermons, s'articule autour de 3 thèmes cardinaux: amour du prochain, respect des commandements de Dieu et l'implication dans le travail.